Entre la fuite du président, la prise du pouvoir annoncée par les militaires et les manifestations de la jeunesse, que se passe-t-il à Madagascar? Mais là, la situation, elle prend vraiment une ampleur inédite. Pour remettre les choses dans leur contexte, Madagascar, c'est donc une immense île d'Afrique de l'Ouest avec un peu plus de 30 millions d'habitants aujourd'hui. C'est l'un des pays aussi les plus pauvres du monde. Selon les données de la Banque mondiale, en 2022, plus de 75% de sa population vivait sous le seuil de pauvreté, donc avec l'équivalent de moins de 3 $ par jour. Cette pauvreté, évidemment, il y a des raisons qui sont multiples. Ça s'explique notamment par la position géographique de l'île, régulièrement frappée par des cyclones et des sécheresses qui s'aggravent au passage avec le changement climatique. Mais il y a aussi d'autres causes, des causes historiques, il y a aussi des causes plus récentes, notamment dans le manque d'investissement dans l'éducation et les infrastructures énergétiques, des sujets aussi de corruption, on en reparle. Bref, tout ça va freiner directement le développement du pays. Sur ce point, justement, ça fait plusieurs mois que de très nombreuses villes de l'île, dont la capitale Antananarivo, sont touchées par des coupures fréquentes d'eau et d'électricité. Celles-ci, elles sont dues au manque d'infrastructures, mais aussi au fait qu'en saison sèche, les barrages hydroélectriques manquent d'eau et produisent moins d'électricité. Et ces interruptions, elles impactent directement la vie quotidienne, l'économie, les écoles ou encore les hôpitaux. C'est donc dans ce contexte qu'est né en ligne, vers le mois de septembre, le collectif Mouvement Génération Z Madagascar. C'est un mouvement constitué principalement donc de jeunes, la génération Z, qui est née entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Et c'est un mouvement qui s'est structuré autour de plusieurs revendications. Il demande notamment la fin des coupures fréquentes d'eau et d'électricité, mais il souhaite aussi lutter contre la corruption. Il réclame davantage de transparence et de responsabilité de la part du gouvernement. Ce mouvement, qui revendique le drapeau pirate du manga One Piece, donc le drapeau de Luffy comme symbole, peut d'ailleurs nous rappeler des manifestations qui ont lieu récemment au Népal ou encore au Maroc. Si jamais ça vous intéresse, on avait fait une vidéo plus large sur ce sujet-là, je vous mets le lien directement en description. En tout cas, il y a de nombreuses manifestations qui ont émergé depuis le 25 septembre dans tout le pays à l'appel de ce mouvement, et en plus des revendications déjà évoquées, l'une des personnes directement visées par ces mobilisations, c'est donc le président du pays, Andry Rajoelina, qui a été réélu en 2023, mais qui est accusé par les manifestants de gérer un système qui favorise la corruption. Le lendemain de la première manifestation d'ampleur du 25 septembre, le président avait annoncé renvoyer son ministre de l'énergie, et après 4 jours d'importantes manifestations, il était même allé jusqu'à renvoyer l'ensemble de son gouvernement. Sauf que malgré tout ça, les manifestations ne se sont pas arrêtées. Par ailleurs, ces manifestations, elles ont été fortement réprimées par les forces de l'ordre. Selon l'Organisation des Nations Unies, au moins 22 personnes ont été tuées et des centaines d'autres ont été blessées en marge des manifestations. Sachant que ce chiffre, il prend aussi en compte des manifestants et des passants ou des personnes qui sont décédées lors de pillages généralisés, des pillages qui se sont également déroulés dans ce contexte de crise. Mais les manifestations, elles ont clairement pris un tournant lorsque samedi dernier, des militaires ont rejoint les milliers de manifestants dans les rues de la capitale. Ça a été donc évidemment un point de bascule important, sachant qu'en parallèle, le président se faisait très discret. Et d'ailleurs, le lendemain de l'annonce des militaires de désobéir, le président aurait fui le pays. Selon le média français RFI, le président contesté aurait été exfiltré ce dimanche, le tout par un avion militaire français. Selon de nombreux médias, la destination de Dubaï serait la plus probable. Alors selon RFI, un accord avec le président Emmanuel Macron aurait permis cette exfiltration, mais c'est une information qui n'a pas été confirmée pour le moment. Et interrogé sur le sujet, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Je ne confirme rien aujourd'hui ». Mais vous l'avez compris donc, il ne dément pas une telle exfiltration. Dans une prise de parole en visioconférence ce lundi soir, le président de Madagascar affirmait être, je cite, dans un lieu sûr après une tentative de meurtre, mais il n'a pas donné davantage d'informations sur sa localisation. Et finalement, ce mardi, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, sauf que l'Assemblée nationale, elle avait justement pour objectif et elle s'apprêtait à voter une procédure de destitution du président, le visant en fait pour abandon de poste. Alors malgré cette annonce du président de Madagascar, le vote a tout de même eu lieu et au total, 130 des 163 députés, soit plus de la majorité des 2/3 requises, ont voté en faveur de la destitution et donc en faveur du départ du président. Par ailleurs, la haute cour constitutionnelle du pays a, je cite, invité l'autorité militaire compétente à exercer les fonctions de chef de l'État. En réponse, la présidence a dénoncé une tentative de coup d'État et un vote, je cite, dépourvu de toute base légale selon eux. À l'heure actuelle donc, la situation à Madagascar reste extrêmement incertaine puisque le président de Madagascar revendique toujours l'exercice du pouvoir. De son côté, le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a affirmé, je cite, essayer de voir exactement ce qui va se passer une fois la poussière retombée. Une formulation assez étonnante et où clairement donc il ne se prononce pas forcément. Il va falloir évidemment aussi surveiller les déclarations du côté de la France puisque vous l'avez compris, la France est pointée du doigt et selon RFI, Emmanuel Macron en personne aurait donné l'accord pour qu'il y ait une exfiltration par la France. En tout cas, toutes mes pensées vont aux Malgaches qui suivent. Bonjour à tous, on commence avec cette info. Donald Trump a menacé le Hamas de le désarmer par la force. Cela se passera vite et peut-être violemment, a notamment affirmé le président américain ce mardi soir. Cette menace, elle intervient alors que le Hamas étend sa présence dans la bande de Gaza, dans les zones où l'armée
l'armée israélienne s'est retirée sans même attendre la suite des négociations sur le plan en 20 points de Donald Trump pour la paix à Gaza. Le mouvement islamiste armé a aussi mené une campagne de répression dans les rues et a exécuté des collaborateurs présumés d'Israël. Le président américain a aussi exigé du Hamas qu'il restitue les corps des otages décédés à Gaza, comme prévu par le plan de paix. Ce mardi soir, 4 corps israéliens ont été remis à Israël, mais l'un n'est pas celui d'un otage selon l'armée israélienne. Il pourrait s'agir du corps d'un Gazaoui. À ce stade, 21 corps d'otages enlevés le 7 octobre 2023 doivent être encore rendus à Israël. Parallèlement, c'est la dernière info sur Gaza, Israël a rouvert ce mercredi le point de passage de Rafah, dans le sud du territoire palestinien, qui permet l'entrée de l'aide humanitaire. 600 camions d'aide humanitaire ont été acheminés par l'ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs, selon les médias israéliens. Mais Israël a informé ce mardi l'ONU n'autorisait que 300 camions d'aide à entrer chaque jour dans la bande de Gaza, contre les 500 camions qui entraient chaque jour avant l'attaque du 7 octobre 2023. Deuxième info, c'est officiel, le Parti socialiste ne votera pas la censure du gouvernement Lecornu 2. C'est ce qu'a annoncé Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, ce mardi soir. On en parlait hier, la France Insoumise et le Rassemblement National ont chacun déposé une motion de censure contre le gouvernement, des motions qui seront examinées cette semaine à l'Assemblée nationale. De son côté, Olivier Faure estime que le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait un effort en suspendant ce mardi la réforme des retraites jusqu'à la prochaine présidentielle. Il voit cette annonce comme une victoire pour les futurs retraités et pour son parti qui a négocié pour cette suspension. Parallèlement, il souhaite aussi proposer d'introduire la taxe Zuckman par amendement dans le budget 2026, donc en modifiant le texte. Cette taxe, on en a déjà parlé, elle vise à mettre en place un impôt sur le patrimoine des ultra-riches pour faire gagner à l'État entre 5 et 25 milliards d'euros par an, selon les économistes. C'est une solution proposée par la gauche depuis plusieurs mois, mais les précédents gouvernements avaient refusé de l'inclure dans les projets de budget. Il y a cependant peu de chances que cette taxe soit adoptée à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen a déjà affirmé que le Rassemblement national voterait contre. Sébastien Lecornu, lui, avait rejeté en septembre l'idée d'adopter la taxe Zuckman, mais son projet de budget 2026, présenté ce mardi, propose de prolonger d'1 an la contribution différentielle des hauts revenus. En gros, c'est une taxe de 20% sur les revenus au-delà de 250 000 euros, qui rapporte en revanche moins d'argent à l'État que ne le ferait la taxe Zuckman. Et on termine avec cette info, ChatGPT va autoriser les conversations érotiques pour les adultes à partir de décembre. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Sam Altman, le patron d'OpenAI, l'éditeur de ChatGPT. Il a assuré vouloir, je cite, que ChatGPT ait un effet positif sur la santé mentale de nos utilisateurs et que les adultes soient traités comme des adultes. Globalement, l'entreprise américaine va assouplir les restrictions de ChatGPT pour les adultes vérifiés. Alors on ne sait pas encore s'il y aura une vérification de l'âge aussi poussée que pour les sites pour adultes actuellement. Ces restrictions avaient été mises en place notamment après les poursuites lancées fin août par les parents d'Adam Rain. Cet adolescent californien de 16 ans s'est suicidé après avoir reçu des conseils précis de la part de ChatGPT pour mettre fin à ses jours. Désormais, OpenAI semble vouloir séparer les contenus entre les personnes mineures et les majeures. En septembre, l'entreprise avait déjà lancé une version de ChatGPT pour les moins de 18 ans qui bloque les contenus choquants ou sexuels. OpenAI avait aussi annoncé travailler sur une technologie de prédiction de l'âge. Elle serait capable d'estimer si un utilisateur est majeur ou non seulement avec sa manière d'interagir avec ChatGPT. On ne sait pas encore si l'entreprise va revenir sur ces mesures pour les mineurs. On suivra ça. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Et donc je le disais, pour découvrir nos